Mesdames et messieurs, bonjour et merci infiniment de recevoir encore en ce jour Rencontre et Échange. Nouveau numéro, l'émission qui passe chaque fin de semaine pour décrypter les faits marquants de l'actualité de la semaine, que ce soit chez nous au Togo, en Afrique et dans le monde. Et pour ce jour, nous allons encore parler de ces faits marquants, en recevant pour vous l'honorable député Innocent Kagbara, ici sur mon plateau. Il est le président du Parti démocratique panafricain, PDP, parti au Parlement. Il est donc ici. Monsieur Innocent Kagbara, merci de cette invitation. Et c'est un plaisir. C'est cela. Vous avez répondu à notre invitation pour réfléchir ensemble avec nous sur les questions qui préoccupent les Togolais, étant donné que vous êtes à l'Assemblée nationale, vous êtes de la représentation nationale et ce sont l'une de vos préoccupations, le quotidien des Togolais. Mais je vais commencer peut-être par m'intéresser à vous-même d'abord. Comment se porte votre famille politique, le PDP, depuis que le fils a pris la place du père? Non, dire que le fils a pris la place du père, c'est un peu dans la mentalité des Togolais, c'est comme s'il n'y avait pas eu d'élection à la tête du parti. Donc il y a eu une élection démocratique et les gens ont souhaité, pour pérenniser nos acquis, que nous puissions prendre la tête du parti. C'est ce que nous avons fait. Nous n'étions pas à la base prédestinés à prendre la tête de ce parti. D'accord? Donc c'était ouvert, il y avait d'autres... Non, mais c'était ouvert. Oui. Non, les gens sont venus nous chercher et nous avons accepté de faire le job. C'est ça. D'accord? Nous avons accepté parce qu'en fait, pour diriger un parti politique, il y a un certain nombre de facteurs qui militent à ce qu'on ne choisit pas un candidat parce qu'il faut le choisir. Un parti politique ne fonctionne pas comme ça. Parce que nous, dans la mentalité africaine, dans le concept ici, il faut comprendre que le parti politique est à la charge d'une seule personne. Donc, quand les militants se réunissent, ils disent, nous pensons que c'est vous, M. Wilson, qui devez être à la tête du parti, c'est qu'ils ont mûrement réfléchi. Sinon, nous n'étions pas, ce n'était pas notre ambition de prendre la tête du parti. Nous sommes un homme d'affaires, nous évoluons dans nos business, nous faisons de l'intermédiation, on nous a sollicité. On militait dans le parti, bien sûr. Oui, on militait, on a toujours travaillé dans le parti. Mais on était même... Le parti créé par votre père. Absolument, le parti créé par notre père, mais nous n'étions pas prédestinés à prendre la tête du parti. Donc, nous aimerons clarifier ça. Nous avons accepté de faire le job et depuis que nous avons pris la tête du parti, nous essayons de faire un travail de maillage du territoire, d'organisation, de structuration du parti et de recrutement des militants véritablement de conviction, qui connaissent notre idéologie, qui est le pragmatisme, le réalisme, l'humanisme et le progressisme. Vous étiez préparé à cette responsabilité? Il faut dire qu'en tant que leader, vous avez été préparé. Non, bon, il faut l'initiation, c'est pas que c'est que vous êtes là, vous suivez ce qui se passe, vous avez votre propre idée, vous avez un minimum, un petit background, donc qui vous permet de pouvoir faire le job. Mais vous êtes un leader et alors là, il y a des requis, il y a des prérequis, n'est-ce pas, pour incarner ce rôle de leader. Oui, je pense que faut pas, dans notre mentalité francophone, les gens pensent que c'est les diplômes, ce n'est pas une question de diplôme. Il faut avoir une vision, il faut savoir où est-ce que vous voulez conduire le parti. Nous avons une ambition sur 10 ans et nous disons aux gens d'attendre de nous juger dans 10 ans. Pour le moment, nous avons restructuré le parti. Dans le prolongement de ce qui a été fait jusqu'alors, dans le prolongement, ou dans une révolution? Non, nous avons notre style propre, mais c'est toujours dans le prolongement de ce qui a été fait. D'accord. Il faut reconnaître que le PDP, c'est un parti pas très vieux, un parti quand même assez jeune, qui a été créé en 2005. Mais déjà, aux élections de 2013, nous avons eu une place au Parlement togolais, à Dampen. Donc en 2018, nous avons encore eu une place et depuis 2018, moi je siège au Parlement. C'est ça. Donc c'est un parti jeune mais qui a eu quand même assez de bons résultats. Oui, 15 ans, c'est pas pour autant si jeune que ça. Hein. Donc vous avez fait du terrain. On a fait du terrain, 2 fois notre présence au Parlement togolais, alors qu'il y a des gens qui sont sur la scène politique depuis les années 90, mais qui n'ont jamais siégé au Parlement. C'est ça. Et votre père, vous m'excusez, donc Bassabi Kagbara vous a laissé la main, vous travaillez de dépendance. Bassabi Kagbara est un militant comme Innocent Kagbara. C'est ça. Bassabi Kagbara, il est militant, il a fait son temps, il est parti. Maintenant, il y a une nouvelle équipe qui dirige le parti et nous sommes à la tête de cette équipe. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Et qu'est-ce qu'il est devenu, Bassabi Kagbara? Il va à ses occupations, il est là, il dirige ses entreprises et très bientôt vous allez le voir parce qu'il a un projet qu'il va faire connaître aux Togolais. Il n'a aucune place dans les instances du parti? Non. Président d'honneur? Non. Bon oui, président d'honneur, mais c'est un titre honorifique. Qui n'a pas d'impact sérieux sur la vie du parti. Qui n'a pas d'impact sur la vie du parti. Il ne participe pas aux prises de décision. C'est ça. Non. Avec espoir qu'il ne reviendrait pas, parce qu'on a vu ça aussi, ce scénario. Hein? Non, je pense que Bassabi Kagbara, c'est un leader intègre.
c'est quelqu'un qui a des convictions. Si vous le connaissez, sa personne intrinsèque, c'est quelqu'un qui a les valeurs. Son discours ne change pas en fonction des circonstances, des intérêts. Non, on ne sait pas faire ça. Quand nous, on vous dit oui à midi, dis oui le soir. C'est ça. Vraiment, on va faire cette page qui vous concerne personnellement. Et vous êtes à l'Assemblée, ça fait quelques années, bientôt une nouvelle élection législative. Alors dites-nous, quelle expérience avez-vous fait dans l'hémicycle? Comment avez-vous trouvé les débats pour une première législature pour vous, n'est-ce pas? Oui, c'est la première fois. Que faut-il en dire? Non, je trouve que c'est une législature qui va marquer l'histoire du Togo parce que c'est à partir de cette législature que les réformes majeures ont été faites dans ce pays. Donc nous sommes revenus sur pas mal de lois. Nous avons, disons, amendé la Constitution qui nous permet de faire la réforme majeure qui est la limitation de mandat. D'accord? Et puis après, il y a eu pas mal de tests de lois que nous avons votés qui permettent de restructurer, de structurer et de moderniser le pays. C'est ça. Voilà. Donc ces différentes lois ont permis au pays de pouvoir se moderniser et aller sur le plan international pour pouvoir vendre la destination Togo. Donc nous sommes satisfaits du travail qui est fait au Parlement. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec notre partenaire, l'honorable Tama, dans notre groupe parlementaire. Oui. Il y a l'UFC, il y a UNIR, il y a des indépendants. Voilà. Oui, alors vous travaillez avec le NET, vous formez, n'est-ce pas, un groupe parlementaire? Oui, nous sommes un groupe parlementaire avec 4 députés. Et ça se passe très bien. Voilà, d'accord. Dans les prises de décision, face aux tests de loi à voter, face aux amendements, comment ça se passe? On se consulte de temps en temps, on discute, on voit quelle est la position du groupe. Et ça se passe très bien avec mon très cher frère et ami, l'honorable Tama. Voilà. Alors, comment concilier les deux, la vie parlementaire et puis la vie de businessman que vous êtes, n'est-ce pas? Bon, il faut comprendre aussi que nous c'est des sessions, hein, et puis nous avons, donc c'est pas tous les jours, donc ça nous permet également de vaquer librement à nos autres occupations, et donc ça se passe très bien. Si vous êtes un homme organisé, ça se passe bien. En gardant toujours le contact avec le terrain, l'électorat, la base? On garde toujours le contact avec la base, on va de temps en temps sur le terrain, et puis pour mobiliser les troupes, et surtout pour faire ce que nous appelons la reddition des comptes. Ce qui n'y avait pas, parce que nous allons rendre compte ce pourquoi on a été élu. Ce qui n'y avait pas dans les anciennes législatures par rapport aux gens qui étaient là, et qui n'avaient pour seule ambition format go ou réforme constitutionnelle. Donc nous faisons plus que ça, nous pesons, nous interpellons, et nous allons rendre compte à la population de ce que nous faisons au Parlement. Et ça marche? Mais ça marche. La preuve en est que nous faisons partie actuellement des forces politiques majeures. Majeures. Majeures, en quel sens? Si vous prenez même les dernières élections, il y a des gens qui étaient dans la C14 qui ne sont ni au Parlement, ni dans les communes. Nous sommes, vous dites qu'on n'est pas si jeune, mais on n'est pas si vieux aussi. Donc, mais quand même, nous sommes en train de faire notre expérience. Et nous voulons construire notre action dans le temps par des victoires d'étape. Donc c'est pour ça que nous disons que dans les années à venir et à partir de maintenant, nous sommes un parti majeur sur la scène politique togolaise et nous voulons que les gens nous jugent à travers nos résultats. Voilà, Innocent Kabouara est mon invité. Nous allons parler de faits marquants de société. Et donc, en commençant par le premier sujet d'actualité, c'est la question de la vie chère. On en parle beaucoup ces derniers temps. Les bonnes femmes crient dans les marchés. C'est difficile pour le panier de la ménagère. Qu'en faites-vous à l'hémicycle ou bien dans votre formation politique? Alors, comment résorber ce problème des Togolais qui devient récurrent? Bon, en fin d'année, nous, on a interpellé le ministre du Commerce et de la Consommation pour qu'on puisse contrôler les prix sur le marché et que l'État puisse faire quelque chose parce que nous avons dit depuis la survenance de la maladie à coronavirus que si le corona ne tue pas, c'est la faim qui va tuer. Et c'est ce que nous sommes en train d'observer. Donc, il revient au gouvernement de prendre des décisions fortes, je dis bien, pour pouvoir diminuer, disons, la souffrance des populations parce que le phénomène de la vie chère est un fait réel. Et tout le monde le dit. Donc, il revient. Et nous, ce que nous pouvons faire, c'est les interpeller, porter la voix des populations qui se lamentent. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Le chef d'État l'a reconnu dans son discours de vœux à la nation en début d'année. Et on parle de l'inflation. Alors, ces mesures qui sont prises sont-elles, vous dites, des mesures fortes? Lesquelles, par exemple, si on vous demandait à le faire des propositions? Les propositions, moi, j'aimerais dire tout de suite d'ouvrir les frontières parce que le coronavirus, on n'a pas les mêmes
niveau de contamination, et puis on n'a pas le même cas. Donc, il faut ouvrir. Nos économies sont basées sur le secteur informel, il ne faut jamais l'oublier. Oui. Donc, il faut ouvrir les frontières, permettre aux gens de vaquer librement à leurs occupations. Subventionner, il y a des produits de première nécessité qu'il faut subventionner. Même si ça nous coûte cher, ça permet d'avoir la paix sociale. Parce que si les gens ne mangent pas, vous risquez d'avoir la délinquance, vous risquez de ne pas avoir l'adhésion par rapport aux politiques que vous menez. Donc, il faut subventionner un certain nombre. Maintenant, il faut contrôler les prix sur les marchés. Parce qu'il y a des commerçants véreux qui profitent de cette situation pour augmenter les prix. Donc, voilà quelques propositions que nous pouvons faire si nous étions au gouvernement. Est-ce qu'on écoute? Parce que jusque-là, on ne sent pas un début d'amélioration de la situation. Non, disons que nous faisons ce qu'on appelle une diplomatie de couloir. Ce n'est pas tout ce que nous faisons, que nous venons sur la place publique pour dire, pour créer, pour dire que c'est nous qui travaillons. Non, nous on n'est pas dans ce style-là. Nous faisons un travail scientifique, un travail de couloir, nous négocions avec les gens. Ça permet d'avoir des actions pour permettre d'atténuer un certain nombre de choses, mais nous ne venons pas dire que c'est nous qui sommes à l'origine de ça. Mais il y a un travail qui est en train d'être fait avec notre collègue. C'est ça. Et à cela s'ajoute, on vient d'activer la taxe sur l'habitation, encore soit un coup de marteau sur la tête du contribuable togolais. Oui, nous jugeons que le timing n'est pas bon, donc il revient aux premières autorités de voir comment faire pour collecter cette taxe. Mais à la fois, nous trouvons que cette taxe est importante parce que ça permet aux collectivités locales de pouvoir avoir des moyens, des ressources financières pour pouvoir s'occuper de leur commune. Alors, si on fait un peu de la pédagogie, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cette taxe d'habitation? Non, vous vivez dans en Europe, un peu partout au monde, c'est comme ça, vous achetez une maison, vous vivez dans une localité, on prélève des taxes pour pouvoir s'occuper de la localité, pouvoir arranger les routes, pouvoir faire des problèmes de voirie, des problèmes d'aménagement et d'assainissement. Donc cette taxe-là, elle n'est pas si mauvaise. Et puis la destination des fonds, c'est véritablement les collectivités locales. C'est seulement la CET qui est chargée de pouvoir prélever cette taxe-là parce que c'est le seul moyen efficace qu'on a trouvé. Mais c'est une phase expérimentale. Les gens se plaignent, mais c'est une phase expérimentale. Je pense que les services du ministère des Finances trouveront les moyens, si cette solution n'est pas bonne, de pouvoir trouver une autre méthode pour prélever. Mais il faut que nous puissions donner des ressources à nos collectivités. Mais à la fois, la préoccupation que nous avons, c'est que comment l'OTR peut faire plus. Quand ils faisaient leur rapport, ils ont dit qu'ils ont fait plus et demander aux gens de payer la taxe d'habitation. C'est ce que les Togolais et nos concitoyens ne comprennent pas. Alors, il y a un paradoxe. Donc, il revient à l'OTR de pouvoir expliquer et de justifier. Et ça, la justification viendra quand? Et à partir de quand, justement, cette taxe? Interpellez le commissaire de l'OTR, je pense qu'il va vous donner des explications. Nous, on n'est pas au gouvernement, on n'est pas à l'OTR, ce n'est pas à nous de... Mais c'est une préoccupation partagée par l'ensemble de nos concitoyens. Et là, si on ne faisait pas beaucoup de pédagogie sur cette question de taxe sur l'habitation, qu'est-ce que ça va devenir finalement? Parce qu'il faut suivre la réaction de la population, qui n'est pas encore dans cette logique, honorable. Oui, je pense qu'il faut beaucoup de pédagogie, comme vous le dites. Et nous avons, quand c'est passé au Parlement, nous avons dit au gouvernement de faire preuve de patience et de pédagogie. Parce que quand les gens ne comprennent pas, ils sont réticents. Quand ils comprennent, ils payent. Mais le problème, c'est que c'est le timing. La maladie à coronavirus a affaibli les familles, a affaibli. Donc, le revenu des concitoyens s'est nettement affaibli, dégradé. Donc, au même moment, vous leur demandez de pouvoir lutter, d'avoir de la résilience par rapport à cette maladie. Au même moment, s'il faut une augmentation par rapport aux taxes, donc ça pose un souci. Mais l'explication aussi, c'est que c'est une taxe qui existait, qu'on ne prélevait pas. Certaines personnes payaient déjà cette taxe pour renouveler un certain nombre de documents à certains opérateurs économiques. Si vous ne payez pas la taxe, ces documents ne sont pas renouvelés. Donc, on explique ça en disant que c'est une question de justice. Parce que si certains payent, certains ne payent pas, ça pose un souci. Mais actuellement, avec les conséquences du coronavirus, pourquoi maintenant? Le moment n'est pas bien choisi. Le moment n'est pas bien choisi. C'est ça. Alors finalement, qui paie cette taxe? À supposer que je sois locataire. C'est tout le monde, c'est les locataires, les propriétaires des immeubles, mais c'est graduel. Les montants, c'est en fonction du bien loué ou bien du bien construit. Concrètement, honorable, je suis locataire dans une maison. Locataire, une pièce. En plus du loyer que je paie régulièrement au propriétaire. 2000 francs l'an. Une pièce, ça veut dire que vous allez payer dans les 170 francs le mois si vous êtes dans une pièce entrée-couchée. Voilà. Il y a d'autres qui paieront 4000, il y a d'autres qui paieront 8000, d'autres 10 000, d'autres 30 000 pour des maisons. Et ça s'ajoute puis les maisons à étage. Que je paie régulièrement déjà. Deux niveaux. Maison à étage, je pense, c'est 30 000. Deux niveaux, 60 000. Et puis plus de deux niveaux, peut-être 100 000. Et je dis que ça s'ajoute au loyer régulièrement que je paie déjà. Bon, oui, ça s'ajoute au loyer. Quand vous êtes dans une concession, maintenant, il revient au propriétaire de voir comment il répartit sur l'ensemble des locataires.
C'est ça. Rencontre et un nouveau numéro. L'honorable Innocent Kagwara du PDP est mon invité. Il est à l'Assemblée nationale. C'est avec lui que nous faisons le tour d'horizon de ces questions qui intéressent les Togolais. Alors, la crise à coronavirus, vous en faites cas. Il y a une gestion qui est faite par le gouvernement. Quelle appréciation vous en faites? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que la façon dont les choses ont été gérées jusqu'à présent... Oui, nous sommes plus ou moins satisfaits de tout ce qui a été fait parce que nous sommes cités en exemple même dans la sous-région. Donc, c'est le lieu de féliciter le gouvernement. Mais à la fois, la nuance que j'aimerais apporter à la gestion, c'est que moi, si j'étais à la place d'un certain nombre de personnes, j'aurais plaidé au niveau de l'UEMOA pour qu'on ne ferme pas les frontières. Les frontières, je pense qu'on En temps, il a été dit qu'on va les rouvrir, non? Il faut ouvrir les frontières. C'est pas ça qui va, parce que le paludisme, un certain nombre d'épidémies, ça tue. Ça fait plus de ravages que le coronavirus. Le coronavirus, il faut qu'on apprenne à vivre avec le coronavirus et qu'on apprenne à réinventer une façon de vivre avec le coronavirus. Donc, vous avez vu, nous qui sommes de cet avis, vous avez vu un certain nombre de pays, les mesures barrières, non, pas les mesures barrières, les mesures de restriction sont en train d'être levées. Donc, ça veut dire que il fallait écouter un certain nombre de personnes et ne pas trop cloisonner les choses. Donc, maintenant que les gens ont compris, ils vont le faire. Il faut qu'on apprenne à vivre avec ce virus. La question du vaccin aussi a beaucoup divisé les opinions. Le vaccin, nous sommes pour, nous nous sommes fait vacciner, mais la troisième dose, nous allons attendre un peu. Parce qu'apparemment, ce qui est en train d'être fait sous d'autres cieux, il faut qu'on observe un peu. Mais quand même, nos concitoyens doivent se faire vacciner parce que c'est le seul moyen. Vaccination et mesures barrières. C'est les seuls moyens que nous avons de lutter efficacement contre la pandémie. Donc nous sommes pour, mais il y a un certain nombre de polémiques sur la troisième dose et sur un certain nombre de choses qui sont en train de faire maintenant, donc on attend de voir. Et le pass vaccinal, on a dit que ce sera de rigueur dans certains services administratifs. Ça a commencé. Quand vous allez dans des services administratifs, vous n'avez pas le pass, vous ne rentrez pas. Donc, je pense que c'est déjà en application. On avait parlé des marchés, tout ça là. Ça sera plus difficile d'appliquer au niveau des marchés un certain nombre de structures. Mais au niveau des bâtiments officiels, je pense que c'est déjà appliqué. Oui, on voit de bonnes femmes au marché qui sont là et qui, bon, n'observent pas forcément les mesures, ni aussi, non pas le carnet de vaccination. Il faut adapter nos solutions à notre environnement. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est le secteur informel. Il faut l'adapter, sensibiliser beaucoup plus ces femmes-là pour qu'elles aillent se faire vacciner. Mais obliger les gens à avoir un pass vaccinal avant de rentrer dans un marché, ça risque de créer plus de problèmes que de résoudre le problème que nous voulons résoudre. C'est ça. Et pourquoi alors il y a eu ce cas d'église, particulièrement figurant, entre-temps, exiger que les fidèles présentent un pass avant de rentrer, prier. Non, le cas des églises, c'est un peu particulier. Il faut dire qu'on a observé. Les marchés, on ne peut pas les fermer. D'accord? L'église, c'est une conviction personnelle. Votre religion, ce que vous en faites, c'est vous-même. Mais à la fois, l'État doit être garant un peu des libertés, un peu du droit de chacun d'adorer son Dieu, mais que ces milieux ou endroits d'adoration ne soient pas des nids de contamination. Donc l'État doit veiller à ça. Donc si on sensibilise les premiers responsables de ces organisations-là et mettre un système de contrôle aux portes, ça permet de réduire la contamination. Donc je pense que c'est ce qui est fait. Oui, c'est dans nos paroisses que les mesures sont plus respectées. Oui, donc c'est ça. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Et il faut encourager ces gens qui respectent à pouvoir faire mieux et plus. Sauf que la mesure n'a pas été mise en pratique de façon rigoureuse. C'est pour ça que je dis qu'il faut... On est en Afrique. Il faut adapter les mesures à notre environnement. C'est très important. Vous savez qu'Innocent Kagwara est mon invité. Non, ça ne me gêne pas. Oui, c'est mon leader. C'est l'exemple que je suis. Donc, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. Et puis, je lui fais un coucou au passage. D'accord. Oui, alors donc nous parlons de cette question d'actualité avec le coronavirus, la gestion qui en est faite par les autorités. Alors, il y a une prochaine étape à envisager, à entrevoir, ou bien cette gestion va attendre jusqu'à la fin et au bout? Mais il faut qu'on vive avec la maladie. Donc, c'est ce que nous commençons par faire. Il faut décider tôt pour que les gens puissent commercer, que nous puissions nous occuper des vivants. C'est ça.
Alors, venons-en à l'actualité, en tout cas dans l'arène politique, n'est-ce pas? On a comme l'impression que depuis la dernière présidentielle de 2020, c'est comme si les activités des partis politiques sont mises en veilleuse. On entend peu parler de vous, sauf Non, dans si, l'hémicycle. Non, si, nous sommes sur le terrain. Il y a pas mal de partis depuis un mois qui sont sur le terrain parce que nous préparons les élections régionales et nous avons toujours maintenu le contact avec les populations. Nous avons fait une opération d'assistance des populations pendant la période de coronavirus. Nos réunions ont continué. Nous pesons sur les débats puisque c'est nous qui faisons la pression sur le gouvernement par rapport à un certain nombre de préoccupations que nos concitoyens soulèvent. Maintenant, ceux qui sont partis à la présidentielle pour une raison ou une autre qui ne sont pas d'accord, c'est vrai qu'ils sont un peu silencieux, mais ça, c'est leur stratégie à eux. Mais nous sommes présents sur le terrain. Oui, ben, alors il y a cette restriction de la liberté justement publique, liée justement à la crise du coronavirus. Plusieurs fois qu'on a demandé à manifester, eh bien, il y a eu refus de l'autorité. Non, ben, les regroupements, nous-mêmes, quand nous faisons maintenant nos réunions, c'est un petit nombre, c'est 15 personnes. Donc, c'est interdit parce que quand les gens se retrouvent comme ça, ils ne respectent pas les mesures barrières. Donc, ça peut se comprendre, mais je dis que dans les prochains mois, ce que nous souhaitons, c'est qu'on lève ces restrictions, que la vie puisse reprendre son cours. Et les partis politiques d'opposition dont fait partie, n'est-ce pas? Si. Oui. Alors, comment ça se passe? Parce qu'on n'entend plus parler. Si, les partis sont sur le terrain. Ils font moins de bruit. Mais ils sont quand même sur le terrain. Il y a un travail de fond qui est en train d'être fait. L'ensemble de la classe politique, il y a un travail qui est en train d'être fait. Peut-être que nous ne médiatisons plus. Oui. Je fais allusion au parti dit traditionnel de l'opposition. Qui est traditionnel, qui ne l'est pas? À partir de quoi et comment vous décrivez ceux qui sont traditionnels? Un parti, dès que vous n'avez pas un accord de gouvernement avec le gouvernement, vous êtes de l'opposition. Donc vous êtes traditionnel en quoi? Donc c'est à vous de m'expliquer. Donc vous êtes dans cette logique, n'est-ce pas? Donc, nous sommes un parti de l'opposition, mais un parti parlementaire parce que nous siégeons. C'est tout. Et les autres, qu'est-ce qu'on en fait? Quand il y a un débat, n'est-ce pas, politique autour des sujets d'actualité, autour des intérêts communs? Ben, de temps en temps, ils sont consultés et c'est à eux de se servir, de se saisir plutôt de la question pour se faire entendre. C'est pas quelqu'un, non. Quand vous êtes à l'hémicycle, le débat est à l'hémicycle. Quand vous n'êtes pas à l'hémicycle, il y a d'autres moyens de se faire entendre. Oui, les partis extra-parlementaires, n'est-ce pas? Ben oui. Comment les organiser ou bien comment les... Puisque le cercle de concertation, n'est-ce pas, de dialogue politique, n'est-ce pas, se retrouve et il y a toujours des absents à l'appel. Ceux qui ont choisi d'être absents, il faut leur poser la question, vous les invitez, vous leur posez la question pourquoi ils sont absents. Mais nous considérons que le dialogue, c'est la meilleure façon de résoudre nos problèmes au Togo. Ceux qui ont toujours appliqué ou bien fait la politique de la chaise vide, s'ils ont des résultats probants, ils peuvent continuer. Mais nous, en ce qui nous concerne, ce qui nous caractérise, c'est le pragmatisme, le réalisme, l'humanisme et le progressisme. Réalisme et pragmatisme dans ce que vous êtes en train de dire. Parce que nous discutons et vous allez voir les résolutions de la concertation nationale entre acteurs politiques. Allez lire les résolutions, voir si nous n'avons pas modernisé notre pays. Si nous n'avons pas modernisé notre arsenal juridique en termes de loi. Si. Ils ne peuvent pas le nier. Donc ne pas participer, c'est se démarquer pour dire à la fin, c'est nous qui nous opposons contre le gouvernement, mais c'est un faux débat. Nous, on s'oppose contre le gouvernement, c'est une opposition d'idées. Et nous faisons des propositions. Moi, la première année, j'ai fait une proposition de loi concernant le bail à usage d'habitation. Il y a eu un décret récemment qui prend en compte un certain nombre de points de notre proposition qui plafonne les cautionnements. Qui plafonne les cautionnements à 3 mois, que nous trouvons formidable, mais qui n'a pas pris en compte, nous, dans notre proposition de loi, un aspect qui est l'organisation de ce qu'on appelle communément les démarcheurs, qui doivent être de véritables agents immobiliers. On doit les organiser, et c'est des gens qui sont très puissants en Europe. Donc, on doit pouvoir les organiser, respecter ce statut-là, les payer, et faire en sorte que ces gars-là puissent participer, les ramener dans le secteur formel. Alors, donc, vous voyez, il y a un certain nombre de propositions. Là, l'année passée, nous avons fait une proposition concernant un établissement public qui doit donner du crédit ou bien venir au soutien aux banques pour pouvoir donner un crédit scolaire ou universitaire. Donc, ça veut dire que quand vous allez à l'université, que vous venez de Tchakpanga, de Saint-Cassé, vous venez à Lomé, dès que vous avez le bac, vous pouvez aller à l'école. Vous allez prendre des factures, vous apporter. Ça se fait dans les pays européens. Vous payez. Mais là-bas, il faut trouver un mécanisme de remboursement.
C'est sur le mécanisme de remboursement que ça cloche, mais c'est une proposition que nous avons faite. On peut discuter avec le gouvernement pour voir comment mettre en application. Maintenant, cette année, nous sommes en train de faire une proposition pour les très petites et moyennes entreprises. Créer un établissement qui permet aux gens de pouvoir prendre de l'argent. Je ne parle pas de 30, 40 000. Je parle véritablement de 100, 200, 300, 400 000 en fonction de votre entreprise, de comment vous êtes organisé et définir, redéfinir même la typologie des entreprises. Vous donnez les moyens, mais les moyens qu'on vous donne, on ne vous donne pas de l'argent. On vous donne l'accompagnement d'une structure de l'État où on recrute des professionnels qui savent gérer les entreprises, qui vous accompagnent. Et à partir du moment où on sait que vous pouvez gérer seul, on se retire et on vous donne les moyens de devenir une véritable start-up. Créer à partir entre Lomé et Anéro une nouvelle ville, une ville uniquement que pour les startups. Ils sont logés, il y a des bâtiments là-bas et ces gens-là vont faire de notre pays, de cette zone-là, un véritable pôle d'attraction des investisseurs en matière de technologie, un peu comme à Dubaï ou à Singapour. C'est ça. Et donc, la plateforme d'Agility Corp, ça convient bien à la solution? Nous venons de visiter ce matin, nous tenons à remercier le DG, M. Djezé, qui nous a reçus et qui nous a expliqué ce que c'est que la plateforme. Et nous tenons à féliciter le gouvernement pour cette initiative. Ce n'est pas parce que nous sommes opposants que nous ne devons pas féliciter quand c'est bon. Recrutement de 1000 emplois et à l'horizon 2000, d'ici 5 ans, 15 000 emplois. Il y a une industrie qui va faire du textile, produire des t-shirts, des jeans sur place. Il y a l'assemblage des motos, des véhicules électriques. Il y a de l'énergie qu'on va produire sur place. Il y a un certain nombre d'entreprises, un port sec. Quand vous voyez, c'est véritablement ambitieux et c'est pourquoi nous sommes engagés en politique. C'est ça. Nous pouvons faire des critiques, mais quand c'est bon, nous apprécions. Mais nous, si nous étions au pouvoir, nous allons faire plus. Donc, il y a toujours cette ambition, n'est-ce pas, de parvenir un jour à la magistrature suprême, c'est ça? Oui, mais nous donnons 10 ans. Quand nous le disons, on dit en plus qu'on n'est pas pressé. Ça amuse les gens, mais en réalité, on n'est pas pressé. Et notre meilleur allié, c'est le temps. Nous prenons le temps de faire les choses. Restructurer notre parti, un maillage du territoire, à chaque législature, avoir plus de députés, avoir plus de sénateurs et être en capacité, avec l'équipe que nous allons former, de pouvoir faire un véritable programme de société pour pouvoir prendre le pouvoir dans 10 ans, avec un véritable programme de société, avec une équipe que les gens connaissent. C'est comme ça. C'est ce qui manque aux formations politiques. C'est ce qui manque aux formations politiques. Il suffit qu'il y ait une élection. Vous êtes en train de cocoter. Mais nous sommes, oui, nous étions le seul même à l'élection présidentielle de 2020, même si notre candidature a été retoquée, à proposer un véritable programme de société. Et si vous voulez, je peux vous donner copie. Vous allez voir qu'il y a certaines idées qui sont déjà réalisées. Tant mieux. C'est ce que nous voulons pour notre... Et ça a obligé certains acteurs que vous appelez traditionnels, pour une fois... Là, vous avez compris le mot traditionnel. Mais bon, j'essaie de comprendre, puisque c'est votre mot que je vous ai emprunté. Donc, ça a permis à ces gens-là, qui, le seul programme de société qu'ils avaient, c'est Fort Masgo. La famille Yassingbe, ça suffit. Pour une fois, ils ont concocté un programme et ils l'ont vendu. C'est ce que nous voulons. Quand nous irons à une élection présidentielle, vous allez nous inviter tel parti contre tel parti sur des sujets et nous allons débattre. Voilà, sur la politique, énergétique du PDP, la politique climat écologique du PDP, la politique commerciale du PDP, la politique de la zone d'intégration du PDP, la politique sécuritaire du PDP. Nous avons des propositions. Et chaque année, nous essayons d'améliorer ces propositions pour qu'en 2025 ou en 2030, qu'on ait un véritable programme de société. Voilà le travail que nous sommes en train de faire et nous invitons nos collègues à faire ce travail, de ne pas attendre 5 ans pour aller à une élection, parce que souvent, quand ils le font, ils ne sont pas prêts. C'est ça. Donc, l'élaboration de ce programme de société est en cours, n'est-ce pas? Mais on a un draft qu'on avait en 2020, qu'on a présenté à la presse, qu'on est en train d'améliorer, parce qu'il y a certaines actions qui sont déjà prises en compte par le gouvernement, que nous félicitons. Parce que ce que nous voulons, ce n'est pas que le gouvernement échoue. Notre ambition n'est pas que le gouvernement échoue, mais pour dire aux Togolais que nous pouvons faire mieux, nous avons des idées. Parce que si vous souhaitez qu'ils échouent, le jour où vous serez au pouvoir, vous allez vous rendre compte que, ce n'est pas évident, et le fait qu'ils ont échoué va vous mettre les bâtons dans les roues. Parce qu'au bout de la première année, on vous dit, mais quand vous étiez en campagne, voilà ce que vous nous avez dit. Et vous allez dire, non, attendez que je m'installe. On dit, non,
Et c'est ce que vous reprochez aux autres. Donc, il faut avoir le résultat. C'est ça. Donc, nous, il faut qu'on accompagne le gouvernement et qu'on relève les insuffisances, comme je suis en train de le faire, mais de manière civilisée, de manière respectueuse, pour que les gens puissent vous écouter. Et vous le dites parce que nous sommes à la veille d'une élection, des premières élections régionales, une première, n'est-ce pas, dans notre pays? Oui, une première dans notre pays pour avoir des conseils régionaux. Vous y préparez? On s'y prépare et nous n'avons pas pour stratégie de boycotter les élections. Donc, nous allons nous apprêter pour participer à ces élections. Mais je ne vous dirai pas quel sera notre objectif. Vous allez me recevoir à la veille des élections pour vous dire notre objectif. Mais nous, quand je vais encore le dire, ça va amuser beaucoup de gens. On n'a pas la prétention de dire qu'on est numéro 1, ni numéro 2, ni numéro 3. Très souvent dans notre pays, le numéro 2, numéro 3, après une élection, ils se battent jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Donc nous, on ne sait pas faire ça. Nous, on travaille pour le moment. Mais quand vous pourrez nous juger, c'est en 2030. C'est ça. En 2030, vous voyez si nous sommes au pouvoir ou pas, combien de députés, combien de sénateurs et comment nous pesons sur le débat politique. C'est comme ça que vous pouvez nous juger, nous, en 2030. Mais déjà, pour les élections régionales, nous avons un objectif modeste, mais nous voulons déjà être présents à cette chambre haute du Parlement, qu'est le Sénat. C'est ça. Et déjà, il y a quoi de problème autour de la composition de la CENI? Non, il n'y a pas de problème. Quel problème il y a? C'est ça. Ça se passe bien? Non, il y a, les candidatures sont ouvertes. Maintenant, il revient aux partis politiques de l'opposition parlementaire de s'entendre, de déposer, disons, leur candidature, les extra-parlementaires de déposer, la majorité de déposer, la société civile de déposer. Et maintenant, la particularité maintenant, c'est que c'est le Parlement qui décide. C'est ça. Voilà. Donc, de la composition de la CENI? De la composition de la CENI. Donc tout le monde candidate et puis le Parlement va décider. Oui, mais avec espoir que ce sera une série vraiment indépendante parce que de par le passé, le constat est là. C'est nous, acteurs politiques togolais, c'est nous. Je nous accuse nous-mêmes. C'est nous qui politisons cette CENI-là. C'est nous. Que nous soyons de l'opposition ou du parti au pouvoir, c'est nous qui politisons cette CENI-là. Les gens qui sont là-bas, c'est des intellectuels, c'est des gens bien. C'est parce que nous, derrière, on dit fais ça, fais ça, fais ça. Que vous soyez au pouvoir que de l'opposition, qu'on dit qu'elle n'est pas indépendante. Prenez ces personnes de manière intrinsèque, voir s'ils ne peuvent pas faire le job. Oui, ils peuvent faire le job. Donc, alors, ça revient aussi à la question de l'indépendance de la CENI, voir quel est le modèle que nous voulons adopter. Si tout de suite, au niveau de la concertation, parce qu'au niveau de la concertation, ce débat est revenu. Certains ont dit, allons à une CENI technique. Si nous allons à une CENI technique, on va dire que c'est le gouvernement qui nous impose cette décision. Est-ce que vous êtes sûr de la probité morale de tout ce que le gouvernement va choisir pour être dans cette CENI technique? Donc, la CENI politique, elle est mieux, mais est-ce qu'elle est indépendante? Que chaque Togolais puisse répondre à ce débat. C'est un débat qui date, ce n'est pas aujourd'hui. Autre sujet que je voudrais aborder avec vous, c'est les menaces djihadistes qui sont à nos portes et qui pèsent aussi sur le climat des affaires, qui pèsent sur la sécurité. Il y a eu ces incursions dans le nord il y a quelques mois de cela. Alors, qu'en dites-vous? Comment jubiler cette... C'est dommage. Il y a une question géostratégique. Il faut dire, les djihadistes, comment ils sont arrivés, c'est parce que les gens ne nous respectent pas en Afrique. Les gens viennent faire du continent africain une terre d'expérimentation de tout ce qu'ils veulent. Ils viennent nous piller. Et c'est parce qu'ils ont tué Kadhafi que ces gens-là ont pris les armes et ils sont descendus vers le sud. Donc ça a réglé quoi? Après avoir tué Kadhafi, ils ont pillé le pays. Il faut qu'ils se prennent au sérieux et qu'ils règlent le problème. Je ne vois pas 2 ou 3 individus avec l'arsenal de ces Européens-là ne pas pouvoir les identifier et régler ce problème en une semaine. Donc, au-delà de ce problème-là, c'est une question géostratégique. C'est une question géostratégique. Mais maintenant, il revient à chaque État, pris individuellement, de s'organiser pour pouvoir répondre à cette menace-là. Et c'est ce que le Togo est en train de faire. Et je tiens à féliciter nos forces de sécurité pour leur bravoure, pour leur professionnalisme, parce que nous sommes reconnus dans la sous-région comme un pays où il y a la sécurité. Et ça, il faut le reconnaître. C'est à l'actif du gouvernement et des forces de sécurité que je tiens sincèrement à féliciter. La question que l'on pose souvent, c'est ça. Qui finance ces djihadistes? Où est-ce qu'ils trouvent ces armes? Vous connaissez la réponse. On ne fabrique pas d'armes en Afrique. Est-ce qu'on fabrique? Donnez-moi le pays africain qui fabrique les armes. Je n'en connais pas. On ne peut pas faire une chose et son contraire. Vous financez les rebelles, vous ne voulez pas soutenir le gouvernement parce que le gouvernement a des accords avec la Turquie, l'Iran ou bien la Chine. Mais c'est ça. C'est ça, c'est le désordre que ça crée. Et après, il y a des intérêts des Occidentaux derrière. Mais il faut qu'on se prenne au sérieux
et que nous-mêmes, nous puissions dire aux gens que nous ne sommes plus des adolescents, nous sommes des gens majeurs qui laissent décider nous-mêmes de notre destin. Et ça, c'est fondamental. Et moi, ma stratégie, c'est que vous me respectez, je vous respecte. Vous ne me respectez pas, je ne vous respecte pas. Et nous sommes libres d'avoir des accords avec les pays que nous voulons pour pouvoir nous émanciper, pour pouvoir nous diriger, pour pouvoir nous-mêmes nous diriger et nouer des contacts avec des gens pour pouvoir commercer. Hein? L'influence doit être seulement au niveau commercial. Sur le plan politique, que les gens nous laissent gérer nos problèmes nous-mêmes. Si on ne s'entend pas, ça fait notre problème. On va finir par s'entendre parce que nous sommes des gens responsables, nous sommes des gens majeurs et nous sommes des gens patriotiques. Je vois là où vous voulez en venir. Donc, on s'achemine vers la fin de ce débat, n'est-ce pas, posant justement cette question de ces coups d'État répétitifs qui ont lieu dans nos sous-régions. 3, n'est-ce pas, au total, un 4e qui a failli, qui n'a pas marché, heureusement, je ne sais pas s'il faut dire malheureusement aussi. Parce que, heureusement. Bon, heureusement, parce qu'il y a cette vague, n'est-ce pas, ce regain de coups de force. Et pourtant, ce sont des présidents qui ont été démocratiquement élus. Oui, j'aimerais vous faire rire un peu nos téléspectateurs pour dire que le variant Assimi Goïta n'a pas pris. En Guinée-Bissau, ça n'a pas pris, mais ça a pris dans d'autres pays. Bon, pour dire que c'est dommage que nous puissions arriver à... C'est des questions géostratégiques et c'est des questions de malgouvernance des pays. Quand vous ne gouvernez pas bien, les gens ne se sentent pas en sécurité. Le Burkina Faso, les gens vont vous dire que c'est à cause de l'insécurité. C'est pas forcément c'est un pays durement touché. Hein? Oui, c'est pas au niveau forcément de la gouvernance, mais ce qu'il reproche au président qui est parti, c'est l'insécurité. C'est pour ça que les militaires ont pris le pouvoir. Dans d'autres pays, c'est la malgouvernance. Donc c'est pour ça que je dis, pour qu'on évite les coups d'État, il faut respecter la société civile, il faut donner à manger aux gens. Il y a une question aussi de redistribution. Il y a une question... La justice sociale. La justice sociale. Si vous ne redistribuez pas assez, un jour, les gens vont se soulever et ils vont vous renverser. Il faut redistribuer, mettre en place des politiques, des mécanismes de redistribution pour que les gens n'aient pas faim. Il a faim, il va les voler. Il a faim, il est envieux. Redistribution des biens et richesses du pays. Hein. Ben oui, c'est très important. Et ça, il revient à ceux qui sont au pouvoir d'organiser ce système dans l'ensemble de nos pays. Hein. Je ne parle pas seulement du Togo. Si vous ne le faites pas, un matin, les gens vont se soulever, les politiciens vont récupérer, la société civile va récupérer, et un matin, c'est ce qui va arriver parce que l'armée, ils en auront marre, qui vont dire on va mettre de l'ordre. Et ce que ça crée en plus avec les militaires, c'est que les militaires, vous ne connaissez jamais leurs intentions. Quand ils vous disent qu'ils vont mettre de l'ordre, quand ils sont assis, pour qu'ils se lèvent, c'est difficile. Ah bon? Ben oui, mais vous avez des exemples. Vous avez des exemples. Donc il faut qu'on évite ce genre de situations à travers le dialogue politique, qu'on trouve des solutions aux crises avant qu'elles n'aboutissent au coup d'État. C'est ça. Oui, mais le problème, c'est que ce ne sont pas seulement les militaires qui sont les seuls lésés de la société. Alors si chaque corporation ou chaque groupe sociopolitique ou eux, ils ont les armes, vous avez les armes. Ah, c'est ça. Ben, ils ont les armes. Au-delà de tout. Et donc on les écoute mieux hein, par rapport non, pas aux autres composants de la société. C'est ce que je dis. Vous dirigez bien votre pays. Il y a un mécanisme de redistribution. Les gens sont patriotiques. Ils sont contents d'être dans leur pays parce qu'ils ont des initiatives, ça prospère. Vous collectez mieux les impôts, vous faites les infrastructures. Les gens ne pensent pas à des coups d'État dans des pays comme ça. C'est dans des pays où rien ne va. Les gens sont lésés qu'ils pensent au coup d'État. Si tout ça là, ça marche parfaitement, les enfants vont à l'école, un système de redistribution. Vous allez dans une administration, en 1 heure de temps, vous avez votre document. Vous voulez voyager, en 48 heures, tout est bon, vous vous déplacez, vous allez à l'international, votre conteneur vient, en 2 heures de temps, vous enlevez vos conteneurs, vous l'envoyez. Dans un pays organisé comme ça, qui pense à faire un coup d'État? Même le militaire qui veut faire un coup d'État, ses amis vont lui dire non, il ne faut pas t'amuser. Non, 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 les gens ne seront pas d'accord avec nous. Les gens vont se lever contre nous si jamais on fait un coup d'État. C'est ça. Voilà. Oui. Alors, l'intrigue aussi, c'est la position de la CEDEAO qui condamne, qui sanctionne de la manière la plus sévère parfois. C'est un principe. Oui. C'est un principe que vous êtes là-bas, que les coups d'État, de toutes les façons, moi, je ne vous dirai pas que c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose, les coups d'État. Tout à fait, oui. Les coups d'État ne règlent rien. Oui, D'accord. Mais c'est la conséquence de quelque chose, les coups d'État. Donc, il faut condamner. Le principe de la condamnation, il faut condamner. Mais après, il faut accompagner ces gens-là et essayer de les comprendre pour pouvoir faire une sortie de crise. Mais simplement condamner. Les mettre devant les difficultés pour qu'il y ait un soulèvement, c'est là où moi je ne suis pas d'accord. Parce que les mêmes qui condamnent, chez eux, ils ont fait des choses parce qu'ils sont en accord avec la France. Eux, ils n'ont pas été sanctionnés. Donc il y a 2 poids, 2 mesures. Donc, il y a 2 poids, 2 mesures. Oui. Donc, vous trouvez que c'est sévère les sanctions de la CEDEAO?
Contre le Mali, j'ai trouvé ça assez sévère et je vois la main d'un certain nombre de puissances derrière. Et ce que je ne trouve pas normal. C'est vrai, mais à la fois je dis ça, mais je dis je ne suis pas d'accord avec le régime malien. Vous ne pouvez pas faire une transition. Oui. Vous faites une transition, en réalité, vous demandez un mandat de 5 ans. Mais on appelle transition, à moins que je ne comprenne pas français. Une transition, c'est une transition, ce n'est pas un mandat. Donc vous ne pouvez pas faire une transition de 5 ans. Parce que là, c'est carrément un mandat. Oui, et si vous demandez un mandat, allez aux élections. Oui, et s'il ne s'agit pas seulement de faire des élections, on a vu que les élections n'ont toujours pas réglé les problèmes en Afrique, bien au contraire. Hein. Et vous pensez qu'en 5 ans, ils vont régler tous les problèmes avant d'aller aux élections? Il faut mettre en place les institutions, c'est ce que dit la transition, n'est-ce pas, au Mali. Non, je pense, soyons sérieux, et mettons-nous. On a un problème en Afrique, quand on prend des décisions, on ne se met pas à la place de l'autre. Si vous vous mettez à la place de l'autre et vous inversez les rôles, mettez-vous à la place de l'autre. Si c'est vous qui avez fait le coup d'État et eux, ils sont dans l'opposition, est-ce qu'eux, ils vont accepter que vous fassiez 5 ans? Est-ce que vous allez accepter qu'ils fassent 5 ans aussi? Non. Donc, divisons la poire en deux. Je pense qu'une transition de 2 ans, ça suffit largement pour régler les problèmes politiques, pour régler les problèmes de djihadisme, de sécurité et pouvoir faire des élections crédibles. Mais venir pour régler un problème et vouloir confisquer le pouvoir, ce n'est pas entendable, ce n'est pas acceptable. Entend vous parler de laisser nos pays, n'est-ce pas, s'engager avec des partenaires qu'ils veulent bien choisir. La Turquie, la Chine, l'Iran, c'est des puissances maintenant. Et je dis bien sûr le plan commercial. Nous devons pouvoir commercer avec ces gens-là sans que nous ayons peur d'un retour de bâton d'une puissance. Non, nous ne sommes plus des adolescents. Là. Ça, c'est terminé. Nous, on n'est pas des adolescents. Si vous... Et puis, il faut faire attention. Pourquoi les gens veulent s'immiscer dans nos affaires intérieures? Quand des choses se passent en France, quand des choses se passent aux États-Unis, il y a eu l'ingérence de la Russie. Avez-vous vu un pays africain ou un ministre des Affaires étrangères africain dans un parlement parler de la France ou des États-Unis? Pourquoi il se mêle de nos affaires? Il ne doit pas se mêler de nos affaires. S'il commence par se mêler de nos affaires, nous allons aussi nous occuper de la politique intérieure française ou américaine. Est-ce que nous le faisons? Donc pourquoi eux, ils s'immiscent dans nos affaires? Qui nous laissent gérer nos histoires? C'est ça. Alors, ces nouveaux pays que vous citez, avec qui vous pensez qu'on peut nouer des partenariats commerciaux, est-ce qu'eux, ils n'ont pas d'intérêt? Est-ce que ce n'est pas la même chose? Remplacer Pierre par Paul? Non. Oui. Pas d'ingérence, pas sur le plan politique. Sur le plan politique, vous pouvez nous donner vos conseils, mais vous ne devez pas vous ingérer, monter un camp contre l'autre, parce que vous avez vos intérêts, c'est ce que nous refusons. Mais vous pouvez nous donner des conseils, faites comme ça, c'est mieux. On va dire, bon, d'accord, on n'avait pas vu cet aspect, on va corriger, on va appeler l'opposition, on va voir si on peut s'entendre. Voilà, ça existe partout. Mais aller au niveau de l'Assemblée nationale, dire des choses. Comment vous pouvez comprendre que des présidents se déplacent pour aller adouber un fils qui a remplacé un père dans un pays? Et c'est eux qui condamnent quelqu'un d'autre qui prend le pouvoir sans passer par les urnes dans un autre pays. Il y a un problème. Non, il y a un problème, cette façon de faire la politique en Afrique. Venir piller nos États, prendre nos matières premières et nous vendre les produits finis à un prix exorbitant. Mais c'est terminé ça. C'est terminé. Vous avez vu le Rwanda? Oui. Le Rwanda, ils ont dit non à cette politique. Et c'est une puissance industrielle actuellement. Bien sûr. Une puissance industrielle alors qu'il y a eu le génocide il y a combien d'années? C'est une puissance. C'est un pays en matière de... Est-ce que vous savez, ce que nos concitoyens ne savent pas, c'est que le Rwanda a de meilleurs classements en matière de sécurité, en matière d'éducation, en matière d'enseignement universitaire, en matière de numérique que certains pays européens. Que certains pays européens. Donc si le Rwanda, s'ils l'ont fait, nous on peut le faire. Est-ce que vous savez qu'avec la nouvelle politique numérique du Togo, sur pas mal de la numérisation, la digitalisation du pays est en marche? Est-ce que vous savez qu'ici, par rapport à un certain nombre de documents que vous avez en 1 heure, dans certains pays, même de l'UEMOA ou bien de l'Afrique centrale, vous pouvez prendre 1 semaine pour avoir les mêmes documents? Donc ça veut dire qu'on peut le faire. Qui nous laisse gérer nos pays. Qui nous laisse tranquillement gérer nos pays. Pas d'ingérence. Ils peuvent nous donner des conseils. Ces puissances-là, nous ne voulons pas, nous ne sommes contre personne. Nous pouvons continuer par commercer avec la France, les États-Unis, nos alliés traditionnels et avec les nouveaux partenaires. Parce que quand la France va signer à Dubaï, va signer à Singapour, la France ne nous demande pas notre ami. Pourquoi nous demanderons l'avis de la France pour signer nos partenariats? Donc vous voulez, là, vous optez pour une révolution, n'est-ce pas? Un changement total. Non, ce n'est pas une révolution. Paradigme, non, ça c'est de gros mots. Non, ce n'est pas une révolution. Bon, un changement de paradigme. Nous voulons de l'équité. Ouais. Nous voulons de l'équité. Nous voulons que les gens nous respectent et que nous puissions les respecter. Qu'ils ne s'occupent pas de nos affaires.
Nous allons commercer avec eux, ils peuvent nous donner des conseils et nous allons commercer avec eux comme nous allons commercer avec les nouveaux partenaires. Merci, Monsieur Innocent Kagbara, pour ce tour d'horizon. Quand on revient chez nous, que dire à vos militants et au-delà à l'ensemble du peuple togolais qui nous suit à travers les ondes, comme message, n'est-ce pas, du PDP? Non, nous sommes en début d'année et c'est le lieu de remercier l'ensemble de nos concitoyens pour leur soutien parce que sans vous, nous ne pouvons pas faire ce que nous sommes en train de faire. Quand nous avons vos messages, ça nous permet de dire nous pouvons transformer ce pays en Singapour, en Israël de l'Afrique, avec notre position géostratégique, avec le travail bien fait des Togolais parce que les Togolais sont connus à l'étranger pour être des gens qui sont consciencieux et qui travaillent bien. Donc nous, des gens nous disent ici que nous sommes médiocres. C'est quand nous sortons du pays que nous voyons la grandeur de ce pays. C'est ça. C'est quand nous sortons du Togo que nous voyons la grandeur, la puissance. Il y a toujours cette fierté patriotique qui vous anime quand vous allez à l'étranger. Oui. Malgré tous les problèmes internes. On parle bien des Togolais. On parle bien de Togolais, je peux vous le garantir. Et nous devons transformer ça en amour du prochain. Les Togolais ne s'aiment pas assez. Et nous, notre discours, c'est que nous puissions mieux nous aimer pour que nous puissions travailler ensemble pour construire un véritable État. Un État avec une certaine influence dans la sous-région. En commençant par nos leaders politiques. En commençant d'abord par nos leaders politiques. En commençant par traditionnel ou classique. Nous n'avons qu'une seule nation, nous n'avons qu'un seul pays. À moins que quelqu'un me dise qu'il vient du Tchad ou du Rwanda. Nous sommes tous Togolais. Donc nous n'avons pas d'autre choix que de nous entendre, puisque nous devons vivre ensemble. Donc nous devons faire en sorte de pouvoir dépasser nos égos, dépasser nos couleurs de chapelle, nous entendre sur le minimum. Je ne demande pas aux gens que tout soit parfait, qu'on s'entende sur le minimum, qu'on n'a qu'un seul Togo, qu'on n'a qu'un seul pays. Maintenant, après ça, nous pouvons nous quereller sur qui a fait ça. Ça, on pouvait le faire comme ça. Ça, pourquoi vous ne l'avez pas fait comme ça? Mais ça, c'est dans le débat d'idées. Ça, c'est dans le débat. Mais ça peut arriver. Et dire aux concitoyens, aux Togolais qui nous écoutent, que vous êtes capable de relever le défi de la résilience. Ce pays est un pays grand. Ce n'est pas par la taille, mais c'est un pays grand qui compte dans le concert des nations et nous vous faisons confiance. C'est ça. Et pour te finir, j'aimerais dire, faites-nous confiance à cette nouvelle classe de politiciens qui doit vous donner de l'espoir. Nous vous donnons de l'espoir. Nous n'allons jamais parler de notre pays. Nous pourrons faire des critiques par rapport à ceux qui sont en face, mais nous ne parlerons jamais mal de notre pays. Et dire, avec mon slogan, c'est le réalisme, l'humanisme, le progressisme et le pragmatisme. Et je préfère vivre au centre que de mourir aux deux extrêmes. Alors là, toute une philosophie. Merci Innocent Kagbara. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes député à l'Assemblée nationale du groupe NET-PDP. NET-PDP, et merci d'être passé dans ce studio pour ces échanges. Vivement qu'on retourne très bientôt. Permettez que je vous félicite pour le travail que vous faites ici à la RTDS et nous militons pour que l'État vous donne les moyens de pouvoir travailler. Il faut augmenter votre subvention à 1 milliard. N'est-ce pas? C'est très important. Merci beaucoup. Remercie. Je crois que les heures les plus autorisées ont entendu. Voilà, c'est sur notre espoir que se referme cette émission, portant justement sur le fait d'actualité. Le Togo nous appartient à nous tous, le député l'a dit, aimons notre pays et aimons les uns les autres. Pendant ce temps, prenez soin de vous, portez-vous bien. À la prochaine pour d'autres réflexions. À très bientôt. Merci.